prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Christophe Médici. Christophe, bonjour. Bonjour, Chomi, merci de m'inviter dans ton émission, pas dans la mienne. C'est ça, parce que tu es aussi animateur radio sur Radio Anguin. Alors, merci d'être là. Et ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et qu'on a déjà animé ici des émissions qui sont d'ailleurs retransmises sur YouTube. Et aujourd'hui, donc Christophe, juste pour te présenter brièvement, bien que peut-être certaines personnes ne te connaissent pas encore, tu es psychosociologue, coach, conférencier, auteur et également tu as écrit énormément de bouquins sur le bien-être, 19 livres sur le bien-être, donc une célébrité, Christophe. Oh mon Dieu. Alors, tu vas me faire rougir. L'humilité avant tout. L'humilité, et la mission va être difficile peut-être aujourd'hui, puisque le titre de notre émission, le sujet de l'émission, c'est l'optimisme ou pas de comment est-ce qu'on doit se comporter, comment est-ce qu'on doit se sentir, en tout cas le mindset, l'état d'esprit dans lequel on doit être, et par rapport notamment à la situation que l'on vit, que tout le monde vit, le monde entier vit cette situation Covid depuis maintenant 1 an et demi. Est-ce que il est de mise d'être réaliste ou optimiste ou pessimiste? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait quand on voit tellement de morts dans les hôpitaux depuis 1 an maintenant? On est arrivé à pratiquement 98 000, je crois, morts en France. Plus de 100 000. En France, voilà. Plus de 100 000, et on a dépassé malheureusement la barre des 1 million dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est pour se dire que des gens qui pensent encore que le Covid n'existe pas, c'est quand même un peu pitoyable, n'est-ce pas? Quand on est à plus d'1 million de morts en 1 an, c'est lamentable. Alors, voilà, est-ce qu'il y a de mise d'être optimiste, de garder sa joie de vivre dans une situation pareille où beaucoup de gens, non seulement, on parle de morts et de malades, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois. Toute l'industrie de la restauration, du divertissement n'existe plus, depuis 1 an et demi, ne travaille plus. Comment on fait quand on n'a plus d'argent ? Alors, à la base, ton introduction est tout à fait logique et réaliste. Le tableau est plutôt noir, on est bien d'accord. Hein. C'est fait exprès. Et je crois d'ailleurs, soyons honnêtes, et tous tes auditeurs de ton émission très nombreux doivent le sentir aussi, je crois qu'on peut dire, avec des équations personnelles très différentes, parce que tout le monde ne vit pas la pandémie au même niveau, on va y revenir, mais pour autant quand même, on vit l'annus horribilis de la vie de tout le monde. Quelque part, l'autre jour, je disais sur un plateau de télé qu'on a des boulets à notre destin, qu'on vit avec des épines dans notre vie. Enfin, nos vies sont tronquées. Toi, comme moi, et je pense que tous les auditeurs aussi peuvent le dire, le nombre de choses qui ont été annulés, qu'on devait faire, nombre d'objectifs positifs qui nous rendaient joyeux, qu'on a dû laisser tomber, ils sont mais par kyrielle, et toutes et tous. Après, et on est obligé de le dire, Shlomi, une chose est d'être, par exemple, haut fonctionnaire ou fonctionnaire dans un ministère ou ailleurs, d'ailleurs, et traverser le Covid. Une chose est d'être en CDI dans une énorme grosse boîte, et une autre chose est d'être restaurateur et d'être artiste. Toi, comme on a énormément d'amis artistes dans le milieu des arts, que ce soit la musique, le théâtre, la chanson, ils prennent cher, excuse-moi de te le dire. On a l'impression d'ailleurs que c'est la variable d'ajustement, hein, parce que je suis pas bien sûr qu'on attrape plus le Covid en étant masqué dans un théâtre ou un concert, en étant, par exemple, espacé de 5 mètres, que d'aller, l'autre jour, quelqu'un le disait en voyant les gens de l'Assemblée nationale. Il avait raison. Il disait, vous croyez qu'on attrape le Covid ici plus qu'en étant dans un théâtre ou un concert? Non, mais à un moment donné, il y a quelque chose qu'il faut quand même voir. Oui. Et pour autant, je pense que le thème de notre émission est passionnant pour tout le monde, où on prend la voie du pessimisme, où on va tenter de montrer quels sont quelques triggers, comme on dit aux States, quelques déclencheurs, quelques leviers qui permettraient de prendre la voie de l'optimisme sur un plan personnel. Exactement, c'est ça, parce que en fait, en fin de compte, on est devant une situation, mais celui qui va payer émotionnellement, c'est nous. Eh oui. C'est nous. Et donc, cette émotion d'optimisme ou de pessimisme, elle ne va rien changer à la situation, finalement. Donc, mais toi qui es hypnothérapeute et qui reçoit des patients toute la journée, tu sais comme moi, tu connais la phrase, c'est parce que nous traversons qui fait qu'on est dans un bien-être ou un mal-être, le fameux mindset dont tu parlais en introduction, l'état d'esprit, c'est la façon dont on le vit. Exactement. Et la façon dont on le vit, l'autre jour, je faisais une petite chronique sur une chaîne concurrente à la nôtre, à IDFM, qui s'appelait l'éloge de la... Enfin, pas l'éloge, le temps maudit de la déprime. De la déprise, pardonne-moi, parce que la déprime c'est connu, la déprise c'est un mot moins connu. La déprise pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est? J'emprunte la déprise, disons, au champ de la sociologie de la vieillesse. Normalement, les gens qui sont dans la déprise, c'est les gens qui sont dans le grand âge. Tu sais, j'ai un ami gériatre qui m'avait expliqué ça un jour. La déprise, c'est quand quelqu'un n'y croit plus,
n'a plus de projet, n'a plus d'objectif, sa famille vient même plus le voir. Tu vois, le grand âge, ces gens de plus de 90 ans, tu vois. Et alors, ils sont dans la déprise, c'est-à-dire qu'ils abandonnent. Ils sont dans... Ils lâchent prise absolument. Ouais. Et on pourrait dire que malheureusement, eh bien, le temps qu'on vit là, il n'y a pas que les plus de 90 ans qui vivent de la déprise. Il peut y avoir des étudiants de première année. On sait très bien qu'il y a une pandémie psychique, tu le vois comme moi dans ton cabinet, énorme. Et donc, il y a des gens qui sont dans la déprise. Je pense que quand pendant un an, ton resto n'est pas ouvert, ou quand pendant un an, tu ne peux pas jouer au théâtre, tu risques la déprise. Excuse-moi, tu risques la déprise. Hein. Oui, c'est vrai. Et alors, maintenant, comment est-ce qu'il faut être? Comment est-ce qu'on peut en fait remonter la pente, en tout cas psychiquement, et reprendre la prise? Reprendre la prise. La reprise. La reprise. Mais c'est une très belle métaphore, de la déprise à la reprise. Moi, je donnerais 3 leviers. Après, je n'ai pas la science infuse, mais comme toi, je suis coach, je suis formateur, donc je vois des gens comme ça depuis 1 an et demi, pareil, dans les entreprises, dans les coachings. Je vais faire 3 acronymes. C, C, B. D'abord, le premier C, c'est être créatif. Continuer à être créatif pour soi. Je crois que le meilleur antidote à ce moment horrible que nous sommes en train de vivre, qui peut amener vers le black, c'est qui écrire des poèmes, qui écrire des chansons, qui peindre des toiles et fixer des objectifs créatifs quotidiens. Je dis bien quotidien. Ça, c'est à tes auditeurs, ce qu'on peut leur donner comme premier déclencheur. Soyez créatifs et créatives. On a toutes et tous un poète en nous, un peintre en nous, un musicien en nous, et on s'en fout d'être Proust ou d'être Freddie Mercury. Le but n'est pas là. C'est d'être créatif. Et ça, forcément, te met en bien-être, d'être créatif. Le deuxième C, c'est communiquer avec énormément de gens et le maximum de gens possible. La pente naturelle de beaucoup de gens quand on va mal, Shlomi, c'est de s'isoler, c'est de se replier sur soi. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours, là, tu entendais, tu te rappelles, les plus anciens de tes auditeurs connaissent les pubs, le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut communiquer avec son entourage. Ne pas hésiter à appeler les gens parce qu'ils ont besoin d'amour, les gens. Donc leur appeler pour je me rappelle dans la dernière chanson de Calogero qu'il avait faite sur la pandémie, il avait dit surtout donne-moi des nouvelles. J'adore cette chanson d'ailleurs. Il dit surtout donne-moi des nouvelles. Tu te rappelles, hein, il disait ça. Oui. Appelons, communiquons, échangeons entre potes, échangeons avec les membres de notre famille, échangeons même d'une manière élargie et pensons aux gens. Ils sont 6 à 8 millions qui sont seuls chez soi. Et j'avais dit c'est B, c'est bouger. Bougez, faites du sport. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour, rien ne vaut bouger. Une étude est sortie, tu le sais, d'abord, c'est le meilleur des médicaments, tu le sais comme moi. Et rien n'est meilleur pour le bien-être et l'état d'esprit que de faire du sport tôt le matin. Plus d'endorphines, plus de motivation pour chacune de votre journée. Or, une vie, c'est 30 000 jours en moyenne, hein, donc chaque jour compte pour notre bien-être. Et plus de plaisir dans la journée si on a fait du sport tôt le matin. Moi, je vais te faire un aveu. La première heure de la journée, puisque la première heure de la journée, chers amis auditeurs, est le gouvernail de votre journée. Est-ce que vous allez y faire penser, agir, bouger et sentir vos émotions? C'est le gouvernail. C'est à midi Non, c'est la première heure de la journée. Alors ça, c'était pour les comédiens quand ils jouaient. Voilà. Non, faites du sport. Faites du sport et très tôt le matin. Très tôt le matin. Très tôt le matin, ça veut dire qu'il faut se coucher tôt le soir pour avoir de l'énergie pour se réveiller tôt le matin. Or, aujourd'hui, on est très très longtemps sur nos téléphones, nos tablettes, à voir des vidéos et se coucher très tard malheureusement. Donc on est en perte d'énergie et on se lève plus tard. Et en plus de ça, il y a aussi les enfants qui sont à l'école et qui ne sont plus à l'école. Il y a tout ça. Donc, et si on fait le sport l'après-midi, c'est bien aussi. C'est bien aussi. C'est un idéal de faire du sport tôt le matin. Ouais, mais si on peut faire, tu sais, déjà faire du sport une fois par jour, quand tu sais qu'il y a à peine 12% des Français qui font du sport, et donc il y en a 88% qui seraient un peu dans la veine de Churchill. Tu te rappelles ce qu'on lui avait répété à Churchill, hein? Churchill lui disait, alors, quel est votre secret de votre bien-être? Il disait, no sport. Et alors, quelqu'un lui avait répondu, parce qu'on connaît pas la suite, et la suite est encore plus drôle. Quelqu'un lui avait demandé, mais quand ça vous vient à l'idée de faire du sport? Il disait, je m'allonge 10 minutes, ça passe, et je repars travailler. Donc c'était voilà, il n'y a pas beaucoup de gens et même parmi nos auditeurs d'IDFM malheureusement qui font du sport. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est gratuit le sport. Oui. Alors ce que je propose à tous mes clients, c'est d'aller sur YouTube. On a les coachs. C'est gratuit. Fitness. On est dans son salon. Tu veux mettre 10 minutes, tu veux mettre 20 minutes, tu veux mettre 1 heure. Et c'est gratuit. Tu peux mettre pause si tu veux. Moi, c'est ce que je fais. Mais c'est gratuit. Ça, et puis YouTube, maintenant, il y a 3 milliards de choses. Tu vois ce que tu veux, de n'importe sport, de n'importe quoi, c'est gratuit. Et puis, tu prends tes baskets et tu vas faire. Alors, ceux qui veulent pas courir, on fait une marche 30 minutes de sylvothérapie, un bain de forêt. Tiens.
d'en bouger. Prendre ça. Moi, je suis passionné par la sylvothérapie. Vraiment la thérapie de la forêt. Oui. Toi aussi? Ah, moi, je suis passionné. Alors, c'est quoi la sylvothérapie? La sylvothérapie, c'est la thérapie en forêt. C'est maintenant des coachs et des formateurs qui mettent en place des journées entières. J'ai quelques copains qui font ça. Super. Et d'ailleurs, tu regardes mon livre Trouver confiance et c'est de psychologie positive. La couve, je l'adore. Je l'ai mis sur tous les réseaux sociaux pour présenter notre émission d'aujourd'hui sur IDFM. Super. C'est 2 arbres avec une tête d'humain comme ça et les bras et les mains sont en forme de racines et ils se serrent la main sous terre. Et chacun a son arbre d'ailleurs. Je donne comme idée à aussi tes auditeurs, comme bien-être pour retrouver de l'optimisme, aller faire un bain, ce qu'on appelle un bain de forêt, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Alors nous, ici, on a l'embarras du choix. La forêt de Montmorency est à 5 minutes. Franchement, on n'a pas d'excuses pour dire qu'on peut pas aller en forêt. Nous, les gens du Val d'Oise, excuse-moi, le bois de Saint-Leu, moi j'habite à côté de Saint-Leu, tu le sais, oui, le bois de Saint-Leu, la forêt de Montmorency, le bois d'Écouen. Enfin, je veux dire, tous les auditeurs d'IDFM, si certains sont d'ici, du Val d'Oise, mes amis. Et alors, tiens, on leur donne une idée. On leur donne une idée, tiens. Les arbres communiquent. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur les arbres ces derniers mois, ces dernières années, qui prouvent qu'on sait de nouvelles choses sur les arbres. Les arbres, tu sais comment moi qui ai des origines 50% italiennes et bretonnes, donc je suis 50% breton, tu sais comment les druides appelaient les arbres tout de même, hein. Ça, c'est beau. Alors, les grands frères de lumière. Et les arbres, vous devriez, lors de votre séance de sylvothérapie, d'aller sentir quel arbre vous appelle, quel arbre vous parle, quel arbre vous attire, il deviendra votre arbre. Tout à fait. Vous lui demandez par respect si vous pouvez vous approcher de lui, vous le demandez par respect si vous pouvez le toucher et adossez-vous à un arbre ou enlacez un arbre. L'énergie tellurique, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, qui connaît mieux les chakras que moi en tant qu'hypnothérapeute, l'énergie du rouge là, c'est très bon un arbre. Bien sûr, c'est très bon. Et je fais cette hypnose-là, donc quand je le fais souvent, à tout le monde, je leur fais la connexion à leur propre arbre. Tiens. Et connecté à la terre. C'est-à-dire que l'hypnose se fait coucher au sol. Et donc ils sont au sol dans ce cas-là. Au sol et connectés à la terre. Et tu les fais connecter connectés aux racines, c'est-à-dire à leurs ressources profondes, à leur source. Et donc quand tu fais ça en hypnose, c'est très très profond parce que les racines vont aller chercher loin dans la terre les minéraux et l'eau et va chercher profondément. Donc la personne va chercher dans son inconscient et dans son cœur toutes ces ressources pour pouvoir avoir cette énergie, cette force de vivre, cette stabilité, parce qu'un arbre, il est stable parce qu'il est enraciné et ses racines sont fortement implantées dans le sol. J'ai fait ça à une jeune fille hier et elle s'est mise à pleurer pendant l'hypnose. Elle s'est mise à pleurer, d'accord ? Elle a eu cette émotion qui est venue. Puis au réveil, donc je lui ai dit, je t'ai vu pleurer, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, non, je ne sais pas, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré, non, je me souviens pas. Rien du tout. Donc il y a des tas d'émotions qui arrivent, et parce que c'est de manière hypnotique, ça a un impact très très fort. Et puis après, dans cet arbre-là, je l'ai fait aussi se connecter, je te le dis là en abrégé, à l'énergie de lumière en regardant le feuillage et le haut et les rayons de soleil qui vont alimenter le feuillage, qui vont donner les feuilles, la chlorophylle, la verdure, tout ce vert, et prendre cette énergie en eux et se l'approprier, l'intégrer dans leur plus profond de leur être, cette lumière intérieure qui provient du soleil. Et cet arbre-là, qui est aussi symbolisé par ses feuilles qui peuvent parfois voler dans le vent, parfois tomber à terre, et toujours repousser chaque hiver, chaque printemps. Et tu vois, la continuation de cette merveilleuse hypnose que tu fais faire à tes patients serait d'aller leur faire après une journée de sylvothérapie. Exactement. Parce qu'il y a énormément d'ateliers lors d'une journée de sylvothérapie. C'est magnifique. Mais évidemment, parce que cette même méditation-là, on la reproduit d'une autre manière dans la nature avec les 4 éléments. Oui. T'imagines, parce que quand tu es dehors, en plus, tu as tous les éléments. La terre, elle est là. Oui. Tu es vraiment sur la terre. On n'est pas dans nos cabinets, là. On n'est pas dans nos salles de formation, tu vois. Tu as l'air, le soleil. Bon, si par chance, il est là en plus, il est là. Mais même quand il y a des gros nuages noirs, il est là. Moi, c'est souvent ce que je demande à des gens qui vont pas bien quand ils viennent dans mes salles de formation formées par moi ou coachés. Je leur dis, mais même quand il y a un grand ciel noir, je te pose une question. Est-ce que le soleil est toujours là ? Tu sais que parfois des gens réfléchissent avant de répondre. C'est dingue. Ben oui, c'est un côté baudelairien de spin quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, n'est-ce pas ? Et le soleil est toujours là. Bien sûr. Il est toujours là. Il suffit de monter au-dessus des nuages. Exactement. Ah ouais. Il est toujours là. Et je pense qu'il y aurait à faire à la sylvothérapie. Je suis passionné, moi. Ce serait bien de proposer ce genre d'atelier avec une hypnose dans la forêt. Et des hypnoses dans la forêt. Ça, ce serait, et des hypnoses dans la forêt. C'est une bonne idée. On va creuser ça, cher ami. On va creuser sous la terre. Et donc, la feuille, et cet arbre-là, il y a aussi quelque chose de très, très important à remarquer.
parce que la symbolique de l'arbre était forte. Moi, je le tire de la Torah. Où dans la Torah, il y a un verset qui marque que l'homme, c'est l'arbre des champs. L'homme est l'arbre de la forêt, en fait. Tout un symbole qui est là. Et puis vous avez l'arbre de vie, vous, l'arbre des éphirotes. Voilà, c'est ça. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. L'arbre des éphirotes, ouais. Il y a tout. Bien sûr. Et là, tu te rends compte qu'en hiver, il n'y a plus rien. L'arbre, il meurt. Il n'a plus de feuilles. Il ne meurt pas. Oui. Mais il est sec. Il est sec. Et la sève ne circule plus. Et on peut s'imaginer, oui, mais il est peut-être mort, cet arbre-là. Il n'y a plus de vie. Je ne vois pas la vie. Et l'homme aussi passe par ces 4 saisons. Parfois, il passe par un hiver, un automne, un été, un printemps. Et de même que l'arbre va revivre maintenant, parce que la sève revient au printemps, donc la sève ranime cet arbre, le sang de l'arbre revient, l'énergie revient, et il y a les fleurs, les feuilles qui repoussent et qui reviennent. Et ça, c'est tout un espoir pour l'homme, de se dire, mais moi aussi, ma sève, elle revient, mon énergie revient. Et je ne vais pas rester dans cet état de mort apparente. C'est très intéressant ta métaphore, parce que en plus tu la tires de la Torah, mais cette idée me fait penser aux 4 phases d'Hudson, tu sais, le grand psychothérapeute Hudson. On passe de la phase de démarrage, de décollage, puis après on est à la phase les 4 saisons. Et je pense qu'effectivement tu as tout à fait raison. Après les 4 saisons, je dirais, c'est valable pour tout. C'est valable pour une vie, c'est valable pour un couple. Il y a des saisons du couple. Exactement. Un couple est au printemps, parfois un couple est en hiver. C'est par exemple d'un cœur aussi. Il y a le titre de ce fameux film magnifique qui s'appelait Un cœur en hiver, joué par Daniel Auteuil. Tu sais, on dit qu'un homme, parfois, il a un cœur en hiver quand son cœur est sec. Tu parlais d'un arbre qui est en hiver. Parce que tu as des gens qui ont le cœur en hiver, c'est-à-dire ils n'ont plus envie d'aimer, ils ont été trop déçus, ou ils ont une rupture amoureuse trop douloureuse, et ils décident de plus aimer. Ce qui est intéressant dans de la métaphore, c'est que nous, on croit, et toi et moi, je sais qu'on est là-dessus, on croit à la dimension dynamique de la vie. C'est-à-dire que les choses peuvent changer. On est des gens on est d'ailleurs, comme on dit aux States, des change makers, des créateurs de changement. Quand on voit quelqu'un qui a un cœur en hiver, ou quelqu'un qui est en pleine déprime, toi, il vient chez toi, ou quelqu'un qui est en plein burn-out, il vient chez moi, tu vois, on lui dit, écoute, voilà, la loi de l'impermanence des bouddhistes, pour prendre une autre référence, elle dit que rien n'est figé. Donc, absolument, tu peux retourner au soleil. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc ça, c'est intéressant c'est une des clés pour retrouver son optimisme. Ah ben je crois. Écoute, on peut conseiller un seul livre. Si on veut parler d'un livre sur l'optimisme qui m'a beaucoup marqué, tu sais que j'ai beaucoup d'admiration pour Martin Seligman. Oui, tu sais que ma méthode est dans la mouvance de celle de Martin Seligman, le père fondateur de la psychologie positive aux États-Unis. Très grand chercheur de l'université de Pennsylvanie. Et il a écrit un petit bijou qui se trouve maintenant à 1 € sur Amazon. Voilà, on n'a pas de droit là-dessus. Mais tu vois, comme quoi on peut citer d'autres auteurs que nous, les auteurs. C'est la force. Moi, j'ai pas encore écrit mon livre. Mais ça va venir. Voilà, c'est la force de l'optimisme de Martin Seligman, qui est un bijou absolu. Parce que dans la psychologie positive, il faut quand même pas faire l'amalgame entre la pensée positive du bon docteur Coué, qui était loin d'être bête au début du XXe siècle, parce que tu es déjà dans l'esprit, et le côté plus élaboré des 5 piliers, si tu veux, je vais les dire pour tes auditeurs, les 5 piliers de la psychologie positive, le PERMA de Martin Seligman. On va la dire pour faire un petit peu quand même, sans faire son cuiste, mais on est quand même des professionnels. Donc voilà, le PERMA, d'abord, c'est quoi ? C'est des pensées positives. Là, on rejoint effectivement le bon Émile Coué, qui avait déjà dit si tu dis 40 fois par jour, chaque jour, en tout point, je vais de mieux en mieux, voilà, ça va te faire quelque chose. C'était loin d'être bête. Mais c'est d'abord, je vais te dire, malheureusement, les Français l'ont ridiculisé, l'ont rejeté. Ce qui est dommage. Il est allé aux États-Unis, et c'est là que les Américains ont repris tout le concept de Émile Coué, et là-bas il est adulé. Mais il est adulé. Moi j'ai des copains qui en tant que conférenciers professionnels ont écrit des livres sur le travail de Émile Coué. Bien sûr. Alors P, c'est les pensées positives. On sait grosso modo en neurosciences, je vais pas apprendre ça à un coach neuroscientifique spécialiste comme toi, qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour dans notre tête. Ça dépend. Il y en a qui ont que 20 000, il y en a qui en ont 70 000. Ça dépend du QI, c'est ça, non ? Il y en a qui pètent plus haut que leur QI. Voilà. Faut dire la vérité aussi. Donc, c'est de l'humour. On ferme la page d'humour. C'est pour l'engagement. On revient dans le PERMA, les 5 piliers de Martin Seligman. Voilà, c'est pour l'engagement. L'engagement, on revient à l'idée de la créativité. Je pense s'engager pour une cause, s'engager dans une activité, s'engager pour quelque chose en qui on croit, te met en psychologie positive. Quoi que ce soit dans le domaine scientifique, artistique, même politique malheureusement, même si on ne leur voue pas un amour sans borne, un engagement associatif, un engagement humanitaire, un engagement dans quelque chose où tu as un combat. Rien ne met plus en psychologie positive, chers amis auditeurs, qu'être engagé dans un combat.
Un combat, je lutte donc je suis, c'est Camus, hein, vraiment. Hein. R, c'est pour les relations. Là, on vient sur mon terrain, des relations de qualité. Ouais. Hein, on sait très bien que toute la recherche, là, en ce moment, à Harvard, depuis 70 ans, qui dit qu'est-ce qui fait qu'une vie est accomplie et épanouie, c'est pas l'argent, les milliards. C'est la qualité des relations qu'on aura louées tout au long de sa vie. Meaning, c'est pour le meaning, le sens, hein, le meaning de sens à sa vie. Je crois que vraiment tout le monde a une mission de vie, malheureusement, il faut la trouver. Oui. Tu as trouvé la tienne, j'ai trouvé la mienne. Nous, on aide les autres à trouver la leur. On les aide, ils viennent dans ton cabinet, ils viennent dans mes stages. Faut trouver le sens de sa vie. Absolument. Parce que beaucoup de gens ont une vie insensée. Ils ne savent pas, ils sont des bateaux ivres de Rimbaud, ils se demandent où ils veulent aller. Mais c'est vrai, ils mettent rien sur le GPS. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu connais cette phrase magnifique hein, d'Épictète. Il n'existe pas de vent favorable au marin qui ne sait pas précisément où il va. Exactement. Évidemment, il faut mettre ça sur le... C'est une très belle phrase d'Épictète. On va l'inscrire sur le mur. Elle est belle, hein? Ouais, très très bien. On va la mettre sur le mur. Absolument. Et puis, A, pour achievement, c'est-à-dire il faut avoir des goals que tu atteins. Achievement en anglais, hein, parce que de toute façon, même si c'est des tout petits goals, c'est bien. On a parlé un peu des optimistes, on va y revenir, mais je voudrais aussi parler de ce fameux pessimisme ou réalisme, parce que les gens disent non, moi je suis réaliste, je vois la situation, elle est comme ci, elle est comme ça, etc., etc. Et des choses qui finalement peuvent poser question, même au plus grand optimiste, de se dire mais peut-être que son message, il a raison, mais il m'entraîne vers quelque chose. Il m'entraîne vers le bas, il m'entraîne vers quelque chose vers lequel je n'ai pas envie d'aller. Tu as absolument raison. D'abord, tu as raison de dire qu'en France, l'optimisme est plutôt vu comme suspect et le pessimiste est plutôt vu comme un réaliste. C'est-à-dire qu'en France, quand tu es optimiste, on te voit comme quelqu'un d'un peu déréalisé, perché. Voilà. Or, d'ailleurs, souvent, quand on dit « Monsieur, vous êtes pessimiste », il dit « Non, je suis réaliste, c'est tout ». Or, je suis désolé. D'abord, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'un seul optimisme. Il y a un optimisme BA qui n'est pas celui qu'on veut développer. Oui. C'est un optimiste un peu perché, déréalisé, de quelqu'un qui voit... Moi, j'appelle ça la névrose bonbon, tu sais, il est teint tout de rose. Il y en a plein, les salons zen et les salons bien-être dans lesquels on est aussi. Hein. Les gens, c'est cuicui. Non, on peut être un optimiste réaliste. Exactement. La période est pas simple. Je crois qu'en début d'émission, tes auditeurs nous feront quitus de dire qu'on a dit que c'était dur pour quasiment tout le monde, même si tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, comme disait ma grand-mère. On est bien d'accord. Et cela aussi, je l'ai souligné. Oui. Cela aussi, maintenant, le pessimiste, disons, allez, je te donnerai 3 figures de pessimisme, il doit y en avoir beaucoup plus, mais cela tire vers les énergies négatives, font grossir la bourre de l'énergie négative collective, et excuse-moi, je suis un petit peu remonté contre eux. Alors, je vais les appeler PCR, tiens, ça fait penser au test. Mais j'ai envie de les appeler PCR, P, C et R. D'abord, tu as le politicien manipulateur. Excuse-moi, mais même si au début du premier confinement, au début de la pandémie, j'avais dit attention, la critique est aisée, mais l'art est difficile. J'en vois pas un qui ferait mieux que. Alors là, on fait pas de politique, hein, droite, gauche, centre confondu. Le problème, c'est que ça nous risque de nous amener l'extrême droite. Ça, c'est terrible. Hein. Mais franchement, ils ont fait un peu n'importe quoi pendant quelques mois, disant allant jusqu'à dire que les masques ne servaient à rien parce qu'on n'avait pas de masques, hein, on les avait tous vendus. Après, ces atermoiements là. C'est possible, pas possible. Regardez simplement l'AstraZeneca. Je veux dire, comment veulent-ils que les gens n'aient pas de doute sur l'AstraZeneca après qu'il est annulé, après qu'il l'ait repris, enfin bref. Bon, et c'est un homme vacciné à l'AstraZeneca qui vous parle, chers amis auditeurs, et de moins de 55 ans. De moins de 50 ans, donc vous voyez un petit peu ce que ça peut être, mais voilà. Hein, c'est comme ça. Le deuxième, je dirais que c'est les complotistes pour C. Alors moi, je ne sais pas où t'en es toi, mais en 2 mots. Ouais. Les complotistes, on peut l'écrire en 2 mots. Là, on lit, on entend et on voit des choses sur les réseaux sociaux, mais comme dirait l'ancien régime, qui dépassent les montagnes. Oui. Je lis même de la part de gens qui normalement seraient censés, qui sont des gens du bien-être, des gens du développement. Parce que le pire, c'est que c'est parfois dans nos métiers qu'on entend un nombre de complotistes aussi important que chez le bourrin, qui en ce moment serait à 3,5 g au bar chez Mimile. Donc, mais on entend des choses. On est à 1 million de morts du Covid depuis 1 an, plus de 100 000 en France. T'as encore des gens qui disent que le Covid n'existe pas, que c'est un montage, que la maladie n'existe pas. Tu l'entends, ça. Je vois Philippe qui acquiesce de la tête, notre réalisateur. Et Philippe, quand Philippe acquiesce de la tête, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'il est souvent... pas en accord avec nous. Il est au courant de tout. Il suit tout, il voit tout, il entend tout. Il a un master en bien-être, Philippe, maintenant.
Il dit qu'il a une tête comme ça, il est bac plus 7. À force de réaliser les émissions, il est... Bon, les complotistes, on va les laisser là où ils sont. Mais franchement, toi comme moi, Shlomi, et je pense, t'es d'accord, Shlomi, qu'on lit des choses sur les réseaux sociaux, oui, que ce soit Insta, que ce soit... Non mais, tu en as une là, t'en as une perle? Alors, oui, j'en ai une perle. J'ai reçu sur WhatsApp, quelqu'un m'a envoyé, il m'a mis sur un groupe WhatsApp et il m'a envoyé des vidéos de ce genre de complotisme. Et puis je lui ai demandé gentiment, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me retirer de ton groupe? C'était hier ou avant-hier. Et il me dit, non, c'est pas moi qui envoie les vidéos. Je dis, mais c'est ton numéro, je ne te connais pas, je ne connais pas la personne. Hein. Et puis, il me dit, ouais, et je comprends que la vérité fait du mal à entendre. On a du mal à entendre la vérité. Je dis, bon, tu sais, c'est ta vérité, elle est très bien, maintenant tu me retires. Il ne m'a pas retiré, donc je l'ai bloqué et notifié à WhatsApp. Mais bien sûr. Ah oui, c'est tout, quoi. Non, mais prenons juste une figure là, de monsieur qui bouffe à tous les râteliers, simplement parce qu'il peut faire parler de lui dans les médias, parce que c'est un rat de plateau. C'est monsieur Francis Lalanne. Moi, qui aimais Francis Lalanne quand j'étais ado, parce que Francis Lalanne, il a fait 3 tubes, et depuis, il fait que des merdes, faut dire la vérité. Mais enfin, quand un mec comme Francis Lalanne, quand Francis Lalanne, une fois qu'il y a les gilets jaunes, il connaissait pas 5 minutes avant, 5 minutes après, les gilets jaunes, il se présente pour les gilets jaunes. Hein. Simplement parce qu'il peut passer chez Cyril grâce à ça. Mais là, l'autre jour, là, à Nice, faire un concert où après il fait que tout le monde s'embrasse et s'enlace en pleine pandémie, qu'est-ce que c'est que ce sketch? Le problème de Francis Lalanne, c'est que c'est un révolutionnaire, mais révolutionnaire de cafette de collège ou de lycée. Si on était gentil de lycée, quoi. C'est la révolte quand on avait 15 ans, Francis Lalanne. C'est franchement, mais c'est pitoyable ce garçon. Il est pitoyable. Ouais. Alors on me dit qu'il est marié à une gamine de 25 ans. Je pense que cette gamine est plus, en termes de maturité, est plus mature que lui. Il s'est remarié il y a peu de temps là. Non, ça va quoi. À un moment donné, il faut être ces gens-là, tu sais ce que je leur ferais faire moi? Toi, comment on a des amis dans le personnel médical, d'accord? On a des d'ailleurs, soit dit en passant, on le dit à tous les auditeurs. Il y a un an, jour pour jour, ces gens-là, on les applaudissait à la fenêtre tous les jours. Aujourd'hui, plus rien. Or, ils sortent de leur journée d'hôpital en éreinté à chialer parce que ils sont au front eux. Mais moi, Francis Lalanne, j'irais lui faire une journée en réa en mettant une blouse blanche avec les infirmières. Je vois pas s'il irait après avec les infirmières d'Argenteuil, tiens. Avec les infirmières de la réa d'Argenteuil ou des urgences d'Argenteuil. Hein. Et après, j'espère qu'il reviendrait un petit peu sur sa position. Moi, j'ai 2 amis dont leurs filles viennent d'entrer, elles viennent d'avoir leur diplôme d'infirmière. Et j'avais cette amie qui est DRH je dirais son nom, de la SNCF. Il dit, ma fille, elle pleure tous les soirs. Elle a été embauchée à l'hôpital d'Argenteuil. Elle pleure tous les soirs. Il y a des morts tous les jours. Il y a nos grands-pères qui meurent, nos pères qui meurent. Ça va, quoi. À un moment donné, les complotistes. Et puis les derniers, PCR, hein, donc on est en P, on a les politiques manipulateurs. On va pas tous les mettre dans le même panier, ils le sont pas tous. Oui, voilà, il y en a un certain nombre qui ne le sont pas. Oui, il faut faire du tri aussi. Il y a des gens bien chez les politiques. Les complotistes, bon, heureusement que tout le monde n'est pas complotiste, mais ne suivez pas les complotistes, chers amis auditeurs. Franchement, ne suivez pas les complotistes. Et les R, c'est les râleurs. Il y a un groupement qui s'appelle le groupement des ronchons. Hein. On est le pays du critiqueur, de la critique négative. Alors les râleurs, Philippe, là, un petit peu râleur, notre réalisateur, tu ne trouves pas hein? Mais il y a pire que Philippe. C'est vraiment les râleurs. Alors le râleur, c'est celui qui teinte tout de noir, tu sais, jamais rien ne va. Et les râleurs, voilà, c'est la critique. On est un pays quand même de râleurs, hein, de ronchons, hein, Ouais. Vraiment. Voilà c'est le pays PCR. d'Europe qui est le plus en grève, quoi. Ah bah oui. Ou du monde, je ne sais pas, mais en tout cas d'Europe, tout le temps en grève, tout le temps à se plaindre. Et c'est dommage parce que ça donne une atmosphère de vie générale où on est tout le temps en train de dire que ça ne va pas. Et quand on parle de pensée positive ou de loi d'attraction, ben on n'attire que le ça ne va pas. Tu te rappelles ce qu'avait dit je ne sais plus qui a dit ça, mais j'ai trouvé ça la phrase très belle. Il disait, les Français, c'est un peuple qui vit au paradis et qui se croit en enfer. Je crois que c'est le fils de Tesson, Sylvain Tesson, le grand romancier que j'aime beaucoup, qui est un mec atypique. Très belle phrase. Les Français sont un peuple qui vit au paradis et qui se croit en enfer. D'où le fait qu'il y a une poignée d'années, on avait été vu comme le peuple le plus pessimiste au monde. Tu te rappelles, c'était un test qui avait été fait. Ouais. On se croit en enfer, nous. Allons dans d'autres pays, on va voir que l'enfer, c'est pas la France. Allons dans d'autres pays, on va voir qu'on vit pas dans une dictature. Hein. Ouais. Soyons ouïghours en Chine, on va voir qu'on vit pas dans une dictature. Allons en Corée du Nord, on verra que c'est pas mal la France. Hein. Ouais. Allons en Hongrie, on va voir que c'est pas mal. Allons voir le Brésil en ce moment, avec ce taré de Bolsonaro, et voir que comme il dit rien de la pandémie, on va voir que c'est pas mal la France. C'est pas mal la France. Ouais. Alors ne disons pas c'est pas mal, disons que c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Moi, je suis fier d'être français. Voilà, et je suis heureux. Finalement, on est né dans le bon côté, hein, quelque part. Franchement, non mais franchement. Après, il faut l'embellir. Il faut l'embellir, on y amène chacun notre hymne, nos fleurs, mais c'est bien. Voilà, exactement, tu as tout à fait raison. Il faut prendre toujours ce bon côté des choses et apprécier où est-ce que l'on est. Parce qu'on a cette liberté, il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier.
C'est pas la même chose dans tous les pays, notamment avec ce confinement, avec ce Covid, etc. Donc ça, c'est très important. Et dans ce pessimisme-là, ne pas se laisser influencer par tous ces messages contraignants, négatifs, ces croyances négatives. Comment on peut faire avec de l'hypnose ? Quand tu as quelqu'un de très pessimiste qui vient dans ton cabinet, comment tu vas, quel type, en tant qu'hypnothérapeute, comment tu vas faire ? Alors, en tant qu'hypnothérapeute, la première chose, c'est lui faire changer les filtres de ses lunettes, de ses yeux. Quand il voit les choses en noir ou en gris, ses filtres de vie vont être gris et noirs, et lui mettre des filtres en couleur. Et donc, lui permettre de voir et d'interpréter la réalité et la vie d'une autre manière. Alors, je le fais à la fois en conscience, c'est-à-dire en coaching, en mode coaching, et je le fais à la fois en mode hypnose. Oui, mais toi, tu es hypno-coach, quelque part. Voilà. Où, en réalité, tu as deux options dans l'hypnose. Soit tu vas te voir comme une victime des circonstances, soit tu vas, et c'est le travail que je fais, je vais lui dire, vous avez été un débrouillard astucieux. Pas mal. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es un débrouillard astucieux. Tu arrives à te débrouiller dans la vie et à, si tu veux, un autre mot, à survivre. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot-là de survivance, mais à avoir de la résilience par rapport à tous tes événements. Et ensuite, le point culminant, c'est de dire, voilà, quoi qu'il se soit passé dans ta vie, parce qu'il y a des gens qui ont des vies dramatiques et qui ont eu des drames dans leur vie, et ok, ça existe, malheureusement, c'est là. Eh bien, tu as des souvenirs du passé, mais tu n'es pas tes souvenirs. Exactement. Tu n'es pas l'identité de ces souvenirs. On est l'enregistrement, on est l'enregistrant, on n'est pas l'enregistrement. Oui, alors laisse tes souvenirs de côté. Laissons-les, ils sont là, dans un tiroir. Mais maintenant, tu vas te créer une nouvelle image, une nouvelle identité, de nouveaux souvenirs, tu vas les créer maintenant. Et donc, tu commences, tu ouvres une nouvelle page de ta vie. Et cette nouvelle page de ta vie, elle te permet de laisser de côté tout ce qui était dans le passé, en sachant que maintenant, Émile Coué, tu vas aller de mieux en mieux et commencer à t'accepter, à te voir positivement, et exit les critiques. Et puis, voilà, donc devenir sa propre référence, sa propre source, son propre ressourcement de bonheur. Parce qu'en fait, en fin de compte, tu es ta propre source de bonheur. Tout à fait. Et de toute façon, on sait très bien que la logique de changement, pour qu'elle se fasse à l'extérieur, elle ne peut pas ne pas se faire d'une manière princeps à l'intérieur. Absolument. Tout thérapeute, tout formateur, tout coach permet à une personne de dire si tu ne changes pas à l'intérieur, tu ne changeras pas à l'extérieur. Absolument. C'est une loi de l'univers, de la loi du Kybalion. Je veux dire, l'extérieur et l'intérieur sont faits. Puisque tu aimes bien les métaphores, c'est quand tu te prends en main et donc tu conduis ta vie. En fait, tu conduis ta vie, oui. Tu prends le volant de ta vie. Une voiture, ça ne se conduit pas de l'extérieur. Exactement. Ça se conduit de l'intérieur. C'est une belle aujourd'hui, image. on peut avoir des voitures téléguidées, d'accord. Mais alors, pour reprendre la métaphore de l'image de la voiture qui se conduit de l'intérieur, c'est quand même pour les êtres humains, et là je reviens sur ma chapelle et ce que je fais depuis 20 ans, tu le sais comme moi, oui. Et je le dis à tes auditeurs qui me découvriraient pour la première fois. Prenons encore la métaphore de la voiture, la communication inter- et intrapersonnelle. Je fais la métaphore des gens sur la route. Moi, on est tous peu ou prou conducteurs. En tout cas, on a tous ce territoire de la route parce que même si on est piéton, on est sur la route. Au vélo, oui, pareil. Bon. Et pour la communication inter- et intrapersonnelle, ça viendrait à l'idée de personne quand même, surtout au XXIe siècle. Philippe, notre réalisateur, il a son permis, tu as ton permis, j'ai mon permis. Les auditeurs, pour beaucoup, roulent. Donc, on a pris des cours de code. On a passé notre code. On a pris des mois à savoir ce qu'il y avait comme code de la route, n'est-ce pas ? On a appris évidemment des cours de conduite, accompagnés ou pas. On est allé aussi à l'auto-école. Eh bien, pour la communication inter- et intrapersonnelle, non. Non. On envoie les gens comme ça depuis la naissance au casse-pipe. Et je pèse mes mots. Au casse-pipe, c'est comme si on mettait un enfant de 5 ans ou de 6 ans au volant d'une Mercedes sans avoir appris le code de la route, sans connaître comment fonctionne une voiture, et on s'étonne qu'il y ait des burn-out à cause de la communication internationale, qu'il y ait des ruptures amoureuses à cause de la communication, et les gens, pire, Philippe, tu vois, tu continues ta formation, quand tu leur dis apprendre à communiquer, bon, on n'en a pas besoin, on communique comme on respire, c'est inné. Ah oui, tu dirais la même chose pour une voiture? Et j'espère que vous entendez la métaphore qu'on vient de filer Shlomi et moi, parce que c'est mon grand combat. Je le dis, et là je le dis avec plus de sérieux, la communication inter- et intrapersonnelle
personnel devrait être un savoir fondamental appris à l'école de la première année de maternelle à la dernière année de fac, 2 heures, et je sais que tu partages ce que je pense, sûr, 2 heures par jour, parce que ça ferait moins de morts, ça ferait moins de burn-out, ça ferait moins de ruptures amoureuses, ça ferait moins de tout ça. D'où le fait que j'ai fondé mon centre de formation et tous mes livres. Voilà. Absolument, ça ferait moins Mais évidemment, de disputes entre les êtres humains. Je vais rappeler quelque chose que j'ai dit assez souvent. Ma fille, elle est maintenant dans une autre école, mais sa directrice était américaine et elle a institué tous les vendredis 1 heure de CNV, par exemple. Tu vois, CNV, la communication non dis-le aux auditeurs. voilà, et c'est quelque chose qui n'est pas institué en France et c'est dommage. Mais attends, Shlomi, on a 50 ans, 100 ans de retard. Disons aux auditeurs de ton émission qu'à Harvard, il y a des cours de bonheur. Bien sûr. Tal Ben-Shahar, pour ne pas le citer, donne des cours de bonheur. Fantastique, extraordinaire. Exceptionnel. Donc, à Harvard, petite fac au fond de la Creuse. Hein. Non, mais à Harvard, on étudie le bonheur, on étudie le bien-être, on étudie la psychologie positive. À Stanford, à l'université de Pennsylvanie, on étudie la psychologie. Et nous, en France, c'est encore baissez la tête, prenez vos notes et sortez vos manuels. Non, mais... On comprend aussi que tout le monde soit démotivé à l'éducation nationale. Absolument. On comprend, à un moment donné. Avoir un siècle de retard comme ça par rapport aux États-Unis, Québec, Canada et pays du nord de l'Europe, ça va, quoi. Oui. Moi, je dis, il faut un plan Marshall du système scolaire. Vraiment, vraiment. Du système scolaire, du système universitaire. Aujourd'hui, dans les facs de psycho, on enseigne la même psycho qu'en 1960. Hein. C'est pas scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. Pas scandaleux. Et avec Freud et le concept et le problème oedipien, etc. Et j'en vois des clients. Tu veux que je te raconte une anecdote qui va te faire rire? Tiens, allez, je fais un scoop un petit off aux auditeurs d'IDFM par rapport à ton émission. Il y a quelques semaines, quelques mois de ça, j'étais invité à France 2 et on devait me présenter pour une émission. Là, par contre, je tairais le nom, je tairais l'animateur très très connu et je tairais les assistantes de l'animateur. On va le retrouver. Et à un moment donné, c'était pour un de mes best-sellers. Donc. Et à un moment donné, elle voit puis dit « Mais vous avez marqué qu'on doit vous présenter comme coach ?» Et là, on me sort, Shlomi, en 2000X, donc là, au 21e siècle. Ah non, mais à France Télévisions, Christophe, il faut surtout ne pas dire coach. Hein. William n'aime pas. Okay, non, alors je lui dis, mais pourquoi on peut pas dire coach? Ah non, coach, c'est connoté charlatan, connoté manipulation, connoté... Faut pas dire coach. Heureusement, vous êtes psychosociologue, docteur en psychosociologie. Hein. Eh bien, inutile de te dire que tu n'entendras jamais personne dire coach. Et toi, tu l'as matraqué que tu étais coach, non? Pas. Eh bien, tu peux pas, parce qu'évidemment, il faut être malin, sinon tu ne seras pas réinvité. Mais d'ailleurs, tiens, tirons notre chapeau à France Télévisions. Enfin, une émission de bien-être à France Télé, tous les samedis matins, animée par la fille des maternelles et Ali Rebéi. Eh bien, enfin, une émission qui s'appelle Bel et Bien. Gageons qui nous invite, et toi et moi. Eh bien, enfin, sur France Télévisions, il y a une émission de bien-être. Enfin, il n'y en a pas un qui se dit coach. Hein. Il y a Christophe André, il y a Alain Manoukian qui mange à tous les râteliers, évidemment. Il y a partout Manoukian, lui. Hein. Mais il y a Christophe André, quand même, c'est bien. Ouais. Tu vois, Christophe Médici. J'aimerais bien. Je lance un appel. Comment s'appelle-t-elle, l'animatrice, là, Annabelle, comment? Le Caron. Ouais, c'est elle qui anime. Bel et Bien, émission de 10h à 11h. Enfin, une fois par semaine, émission de bien-être sur France Télé. C'est pas mal, quand même. Très bien. Comme quoi, ça avance. Ça avance. C'est pas beaucoup, mais ça avance, en effet. En effet. Justement, la fin, c'est... Je veux justement finir sur cette note très optimiste sur l'horizon, enfin, sur ce qu'on va voir. Comment est-ce qu'on voit notre futur et ce qu'on est en train de vivre maintenant, comment mieux le vivre, comment mieux être dans cette mouvance-là d'être optimiste. On est au cœur du sujet de cette émission d'aujourd'hui. C'est ça. D'abord, depuis Saint-Augustin, on le sait, Shlomi, il y a 3 présents. Il y a le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur, n'est-ce pas? Rappelle-toi la phrase de Goethe, tant qu'on n'a pas compris son passé, nous sommes condamnés à le répéter. Donc ça, c'est ce que viennent chercher les gens en thérapie, perlaborer, nettoyer, tout ça. Bon. Mais il y a aussi effectivement une vision qu'on doit avoir. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec l'optimiste, c'est quand même que c'est quelqu'un qui est persuadé que du bon va lui arriver. Donc l'optimiste est persuadé que de bonnes choses vont lui arriver. Donc si on est optimiste, on doit aussi se projeter, jeter en avant, projeter, avoir des projets, projeter, jeter en avant. Vraiment, c'est l'étymologie. Physiquement. Et donc se dire que, quel que soit le bout du tunnel,
on a un projet et à 3 mois, se visualiser à 6 mois, se visualiser à 1 an, se visualiser à 10 ans, toujours en vie d'ailleurs, hein, ça toujours très bien. Ça me faisait rire parce qu'hier sur un plateau d'une radio concurrente à la nôtre, c'était Sheila l'invité, tu sais qu'elle sort un nouvel album, personne ne peut ne pas le voir, hein, elle est partout, c'est bien d'être Ligue 1, hein, quand tu présentes un nouvel album, un nouveau livre, là tu fais la tournée des Grands Ducs. Hein. Et on lui disait, mais alors vous voudriez mourir sur scène comme le disait Dalida, je voudrais mourir sur scène, ce qui est une vision projetée que et c'est ce qu'elle a répondu. J'ai adoré la réponse de Sheila. Sheila a dit d'ailleurs, c'est pas au programme pour moi, j'ai pas envie de mourir. Donc ça, c'est une grande optimiste, Sheila. Ouais. Et pourtant, elle a traversé des horreurs, elle, hein, d'où entre autres la mort de son fils. Donc, elle a traversé des tragédies. Sheila est une grande optimiste quand tu l'entends parler. Alors, la chose la plus importante qu'on peut dire à nos auditeurs là-dessus, par rapport à ce temps de pandémie, c'est que de toute façon, il y aura une fin. Exactement. Je ne veux pas dire quand, mais il y aura une fin. Et il faut la préparer aujourd'hui. Aujourd'hui, avril 2021, 14 avril 2021, il faut la préparer parce qu'il y a le présent de l'avenir. La phrase magnifique que j'adore de Gandhi, l'avenir, c'est ce que je fais maintenant. Et mon prof Michel Serres aurait dit, paix à son âme, maintenant vient de maintenant, en tenant par la main, n'est-ce pas? Mais oui, et oui. Donc l'avenir, tu l'as dit en tant qu'hypnothérapeute tout à l'heure, c'est aussi se reprogrammer pour créer un autre futur. Mais c'est maintenant qu'on crée un autre futur. Absolument, c'est maintenant. C'est maintenant. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et il faut se le créer, il faut se l'imaginer en fait. Et ce n'est qu'en se l'imaginant, en donnant cette image de soi dans le futur que l'on sait. On parlait de la voiture et du GPS, parce que dans la voiture, il n'y a pas que la voiture, mais il y a aussi la destination vers laquelle on va. On ne va pas juste prendre sa voiture pour retourner sur le périph'. Donc, on va mettre une adresse. Eh ben, on a besoin de mettre son GPS interne pour savoir où est-ce que je veux aller, où est-ce que je vais être, non pas seulement dans des performances matérielles, salaire ou job, mais performances internes. D'émotions, de bien-être, de développement personnel. Où est-ce que je veux être dans 1 mois, dans 3 mois et l'année prochaine? Quel type de personne je veux faire évoluer en moi? Et ça, Dieu sait s'il n'y a pas grand monde qui travaille sur soi. Pas assez. Il faut vraiment que les gens comprennent que ça fait pas mal à la tête, que c'est pas fatigant, que de devenir une meilleure version de soi-même ne peut se faire que si on a un accompagnement et que c'est très bien de vouloir devenir une meilleure. C'est pas fatigant. Ce que tu développes là me fait penser à cette idée de devenir une meilleure version de soi-même. Oui, c'est ça. Se fixer de nouveaux objectifs pour progresser. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et par exemple, je donne un challenge à tous mes coachés. Je leur donne ce challenge, entre autres. Ils ont beaucoup de challenges. Parce qu'un challenge, c'est, comme on dit les Américains, where there is no change, no challenge. No challenge, no change. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de change. Tu vois, tu ne changes pas si tu ne te défies pas. Il faut se mettre au défi de quelque chose. Un des challenges que je donne, et c'est pas à la mer à boire, c'est d'acheter un livre de développement personnel et de lire 10 minutes par jour. Un livre de Christophe Médicis. Ben oui, et bien sûr. Et si on leur offrait même, on leur dit pas d'acheter, sur mon site christophemédicis.com, il y a le guide de la pleine confiance de 44 pages gratuites. Super. Donc ils peuvent y aller. Ils le téléchargent, 44 pages c'est tiré de mon best-seller, c'est dit oui à la pleine confiance, mais là c'est le guide. C'est un guide de 44 pages qui est gratuit pour tous les auditeurs d'IDFM, c'est là complètement gratuit, ils n'ont pas à l'acheter. C'est un cadeau magnifique. C'est un cadeau. Ils le téléchargent et voilà, parce que l'idée, elle est que tu sais comme moi, en termes de confiance en soi, le problème de tous les êtres humains, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Oui. Nous, on fait travailler tout le monde là-dessus parce que Dieu sait si l'estime de soi a pu en prendre un coup à cause du Covid, la confiance en soi aussi. Bien Donc sûr. Muscler, rehausser son estime de soi et muscler sa confiance en soi, c'est très important. Exactement. Donc ça, c'est important. Ce guide de la pleine confiance, ils peuvent le télécharger. Absolument. Et donc, se mettre à faire du développement personnel pour soi dans tel et tel domaine. Il y a des gens qui sont dans le contrôle d'eux-mêmes, alors qu'ils achètent un livre sur le lâcher-prise, d'autres sur les épreuves de la vie, alors sur la résilience. D'autres sur le deuil. D'autres sur le deuil, exactement. Il y a de tout. Aujourd'hui, il y a de tout. Il suffit de taper n'importe où sur Google. Il y a pléthore. On va trouver des milliers de bons auteurs, de bons coachs ou psy qui ont écrit des livres magnifiques et qui vont permettre de sortir
du trou où on est. Et c'est pour ça que j'en ai un peu assez, moi, de ces gens qui sont des critiqueurs, encore une fois, et qui démontent le bien-être et le développement personnel, parce que depuis que ça existe, depuis 40-50 ans, je veux dire, ça a quand même amené des gens qui seraient pas venus après dans nos mondes, parce qu'ils ont découvert qui est un livre de Salomé, qui est un livre d'un autre, enfin les pionniers, tu vois ce que je veux dire. Et puis depuis, il y a pléthore. Faut arrêter, je veux dire, en France maintenant, alors c'est sûr que c'est pas Sorbonne, tu vois. D'ailleurs, je voulais revenir 10 secondes quand même. Pourquoi justement il y a cette vision dépréciative de la communication interpersonnelle? Parce qu'en France, chez les intellectuels aussi et de la Tour d'Ivoire, être un communicant, eux, ils font l'amalgame avec la com, avec le marketing. Et quand on leur dit d'être un communicant, ils parlent pas de la même communication que nous. Et ils disent oh là 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 là, ça je veux pas entendre parler de ça. C'est les boîtes de com, de marketing ou de communicants pour les politiques, mais on parle pas de ça. Je suis pas un commercial. Voilà, ouais, je ne suis pas un commercial, mais on ne parle pas de ça. Et ils pensent ça, eux, tu vois. C'est vraiment un amalgame idiot. Et ben c'est pour ça que nous sommes sur IDFM. Sur IDFM, c'est la radio du bien-être. La radio du bien-être. Et que cette émission, elle est sur YouTube également. Et qu'on peut réécouter toutes les émissions. Mais je souhaite que celle-ci soit réécoutée parce qu'il y aura plein de pistes pour les gens. Exactement. Ouais. Eh bien, sur ce, Christophe, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie pour ton invitation. Venu. Je peux finir par une dernière citation sur le pessimisme et l'optimisme de Churchill. Oui. Churchill disait « Le pessimiste voit en toute opportunité une épreuve, l'optimiste voit en toute épreuve une opportunité. » On est dans une épreuve, elle est terrible, et ben c'est une opportunité. De devenir plus grand, de faire d'autres amis, d'être dans un mieux-être tout le temps. Je remercie Philippe également à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas existé. Et vraiment, donc les auditeurs, donc toujours j'ai l'habitude de dire où est-ce qu'ils peuvent te trouver. Enfin, il suffit de taper ton nom, Christophe Médicis, finalement. Oui, il y a mon blog christophemedici.com, il y a ma méthode haute-qualité-rationnelle.fr. Ils vont sur Google et voilà, ils viennent ils tapent Christophe Médicis, MEDICI, et puis ils verront tout. Exactement. Et puis également, cette émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Vous pouvez me prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib, tout simplement, en tapant mon nom, et voir cette émission sur YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.